Voilà, donc nous allons écouter maintenant Joël Clerget, qui est psychanalyste, qui est praticien en apnotomie pré- et postnatale. Peut-être faudra-t-il nous dire un tout petit mot là-dessus. Qui a enseigné à Lyon, animé des séminaires de lecture consacrés à des textes de psychanalystes comme Sigmund Freud, Jacques Lacan, Donald Winnicott, Françoise Dolto, ou des textes de philosophes, Henri Maldinet ou Gaston Bachelard. Et ces écrits sont les écrits de Joël Clerget, sont consacrés principalement à une réflexion sur la pratique clinique et ses apports. Donc, il a publié, par exemple, en 2014, un ouvrage intitulé Corps, images et contact, une présence à l'intime, et plus récemment, Devenir soi avec d'autres, éco-psychanalyse des interactions sociales. Et donc, il y a un titre, si c'est toujours le même, la proposition était gestes et voix dans l'importance du souffle. Voilà, alors je vous invite donc à un petit voyage qui est assez différent de ce que nous venons d'entendre, mais ma conviction profonde, c'est que notre élément neurophysiologique va de plein pied, va complètement avec l'être symbolique que nous sommes. Alors, j'ai effectivement deux pratiques cliniques qui me permettent de parler ce matin, et qui est la pratique de la psychanalyse, et ayant reçu des bébés et des enfants petits, jeunes, du fait notamment qu'à Lyon, nous ne sommes pas beaucoup d'hommes à recevoir des enfants, ce qui fait que j'en ai reçu beaucoup. Et puis, j'ai aussi accompagné, c'est d'ailleurs le fond de l'expérience dont je vais vous parler au fond maintenant, des couples pour la préparation à la naissance par le biais de ce qu'on a appelé l'aptonomie. L'aptonomie, c'est l'art et la science du contact. Alors, on peut être en contact avec le bébé durant la vie intra-utérine, et c'est aussi une pratique qui permet aussi de faciliter la naissance et la question du cri d'ailleurs de la naissance, de la voix à ce moment-là, puisque moi j'ai travaillé dans une clinique d'accouchement il y a longtemps, et j'ai effectivement reçu des dames qui accouchaient sur le souffle, ce qui d'ailleurs pose un petit problème parce que le bébé ne crie pas forcément comme un petit ça. Et puis il y a des parents après qui nous demandent mais est-ce qu'il a bien respiré? Vous voyez, donc bah oui, il a bien respiré, mais il n'a pas fait forcément un grand bruit. Alors, comme clinicien, d'où je suis parti? Au fond, je suis parti de deux questions. La première, qu'est-ce que ce serait une parole qui ne nous touche pas? Et puis la deuxième, qu'est-ce que ce serait un contact qui ne nous parle pas? Est-ce que du coup, je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait élaborer un chiasme, si vous voulez, donc un entrecroisement, entre une main qui parle et une voix qui touche? Alors, il faut voir que l'oralité, elle est déjà sollicitée dès la vie prénatale par la succion fœtale et par l'ingestion du liquide amniotique. Donc la bouche, ben, il faut jamais oublier que notre sensorialité et notre motricité, elles se sont constituées dans l'eau au départ. C'est après que la modalité aérienne se fait, après la naissance. C'est-à-dire que l'enfant in utero, comme un nouveau-né, mais évidemment très différemment, perçoit et reçoit la voix sur un mode vibratoire par le biais du sentir, par le biais des sensations et par le biais du mouvement, avec le mouvement. Souvent, la vie, c'est le mouvement. Et après la naissance, donc, l'air, vous l'avez évoqué ce matin, c'est un beau mot. Air, ça peut dire plein de choses. Ça peut dire l'air que nous respirons. Françoise Dolto disait, l'air que nous respirons, c'est notre placenta commun. Vous voyez, c'est une drôle de façon, mais c'est pas tout à fait inintéressant de percevoir qu'on a quelque chose de commun. Elle disait aussi, l'air que nous respirons fait de nous des contemporains. Effectivement, on respire le même air, pas toujours sain d'ailleurs. Alors voilà. Donc, si vous voulez, alors faut jamais oublier non plus que l'aspiration de l'air a essentiellement l'aspiration et l'expiration, a deux composantes. C'est comment on pourrait dire, la vocalité. Ah, d'accord. La vocalité et l'olfaction. Il ne faut jamais tout à fait séparer. Comme vous le disiez, la parole est multimodale, effectivement. Il ne faut jamais non plus désacérer les multimodalités sensorielles.
Alors, il se trouve que le système auditif est quasiment constitué dès la 33e semaine in utero, donc le bébé entend, il enregistre, et on s'est aperçu que, par exemple, on le voit très bien chez des enfants qui naissent dans une langue et qui vont habiter dans une autre, il y a déjà des possibilités de langue qui sont restreintes avec la naissance. Il paraît qu'il n'y a que les Russes pour qui ça ne marche pas comme ça, parce qu'ils ont toutes les diphtongues. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas russe encore. Dans notre réalité d'ordre de mammifères, nous sommes déjà immergés dans un bain de phonation, très fondamentalement, hein, et que l'entrée dans la langue amène à distinguer la voix des bruits, notamment dans le vocal des vocalises, et que la voix du désir, justement, donne la mesure de la distinction qui existe entre les bruits et la voix. Et alors, ce que je voudrais essayer de vous dire, c'est que ce qui arrache un fœtus au tohu-bohu qu'est le réel, ce n'est pas immédiatement la parole articulée comme telle, mais les rythmes portés par la musique de la voix maternelle qui relie des rythmes reçus, elle, dans les profondeurs utérines. Et ces rythmes sont des choses du corps. Hein, ça peut être les battements cardiaques, vous en avez évoqué tout à l'heure. Le travail, alors c'est autre chose, mais le travail digestif, les rythmes intestinaux, la respiration, les moments d'intimité et la mélodie de la voix elle-même. Prenez par exemple je passe à un autre plan, les pleurs d'un bébé fatigué. Qu'est-ce qui l'apaise? Ce n'est pas exactement le seul bercement de ses tempi, ses cadences, ses mesures, ni même la seule mélodie de la voix maternelle, mais c'est l'accordance, c'est un mot que j'aime beaucoup, c'est un vieux mot de la langue française, et j'aime bien les mots en anse que j'utilise souvent dans mon livre d'ailleurs, La devenir soi, parce que c'est des mots du mouvement, vous voyez, ça met en mouvement. Hein, l'accueillance, c'est aussi un très beau mot de la langue française. Donc, mais c'est l'accordance qui se trouve entre les mouvements de ce bercement, celle qui inclut aussi bien les berceuses dans leur dimension sonore que sensorimotrice. Je voulais vous faire visionner quelques vidéos de berceuses, puis c'est un peu compliqué, il y a des histoires de droit, il aurait fallu que je demande à mon ami qui les a constituées avant, donc c'était, voilà. Mais bon. Donc dans ce ballon oscille la détente, le relâchement, la tension, et un bébé, du coup, il va se reposer dans l'implication rythmique d'un autre qui a pris le risque d'ouvrir une sorte de vide entre deux pour que la musicalité de la berceuse, ces rythmes de bercement, prennent corps. Donc, vous voyez que rythme et geste entretiennent des rapports mutuels. Il y a d'ailleurs de très beaux textes de Rilke, du poète. Hein, il dit « La respiration est le berceau du rythme » dans un poème, un très beau poème qui s'appelle « Atmen », respirer. Alors, je fais l'hypothèse que je vais vous soumettre. J'ai un petit sourire parce que ça peut paraître un peu étrange, mais c'est vraiment une hypothèse qui s'est élaborée avec la clinique, avec la pratique. Donc, je fais l'hypothèse que dès in utero, notre premier rapport au monde serait une danse, une gestuelle dont la sonorité n'apparaîtra que plus tard. En effet, l'être humain est sensible au rythme, sensoriellement parlant, dès avant la naissance. Ce qui d'ailleurs nous fait, nous, d'un point de vue psychanalytique, interroger le trajet de la pulsion qui va du chant à la parole. En effet, les paroles maternelles sont reçues dès le sein, elles sont filtrées par la poitrine, le diaphragme et l'utérus. La voix du père et d'autres alentours aussi franchissent ces parois et font une mélopée au sens grec du terme, c'est-à-dire qui fait mélodie, mélos et poiein, hein, dans laquelle se mêle la continuité toute musicale d'un chant et la discontinuité toute signifiante de la parole. De la musique avant toute chose, disait Verlaine, mais je crois que les bébés en connaissent quelque chose. Donc la part musicale de la voix maternelle fait danser le corps du bébé. Elle danse en lui, elle le fait danser lui dans le ventre maternel, elle anime son cœur et son corps. Elle le porte donc dans un rythme de base. Et ce qui fait que le pulsatoire, au fond, est le creuset du pulsionnel.
parce que pour nous, les psychanalystes, la voix, c'est un des objets pulsionnels, mais comme vous l'avez entendu ces 2 jours, j'imagine, je n'ai pas pu être là hier, c'est aussi un instrument, un organe. On ne peut pas réduire la voix à un pur objet pulsionnel, d'après moi. Et même pour certains, ça serait plutôt l'élément qui opère le rassemblement des objets pulsionnels, vous voyez, dans la singularité de la voix de chacun. Parce que c'est aussi très important, cette question de la singularité distinctive de la voix. Donc, disons que la présence d'un enfant au ventre de sa mère, c'est la parole incontestable. Alors, métaphore de la parole, la danse sur le rythme donc du bercement de la voix maternelle, elle sort le bébé du pur déterminisme du réel. Vous voyez, du coup, il est déjà pris dans le langage humain, comme disait l'écrivain Colette, elle parlait beaucoup de ça. Par la danse, donc la matérialité réelle du corps n'est pas assujettie à la seule loi de la pesanteur, d'ailleurs qui est différente selon que vous êtes en milieu aquatique et après la naissance. Elle est portée donc à sa dimension symbolique d'un corps qui est déjà saisi par le langage au sens large du terme et que le langage, il a toujours une origine gestuelle. Donc, vous voyez que la voix, elle, est émise à l'articulation, donc vous l'avez bien senti, vous le connaissez mieux que moi, à l'articulation laryngo-labiale, elle est reçue par un orifice qui est le conduit auditif. Mais ce que je voudrais dire, c'est que cette relation est portée par la voix qui s'adresse à l'enfant dans l'appel de son nom. Et pour ce qui me concerne, je pense que la danse prénatale, c'est l'indice de ce que l'enfant prendra voix quand il va naître dans la singularité de sa voix. Alors je vous dis ça parce que, ayant reçu des enfants autistes, certaines mères disent de leurs enfants, durant la grossesse, je ne l'entendais pas. Vous voyez, c'est pas je ne le sentais pas, je ne l'entendais pas. Et ça dit très bien que si elle ne l'entendait pas, il y a quelque chose de la voix de l'enfant dans les mouvements du bébé, c'est plutôt quelque chose dans les mouvements du bébé qui n'était pas reçu comme l'indice d'une voix du bébé à venir. Parce que la voix d'un bébé, il faut pouvoir la supporter après. Elle n'est pas forcément aussi univoquement facile à supporter. Et son absence aussi. Moi, j'ai reçu des enfants qui ne parlaient pas, donc complètement mutiques, et on sent bien que l'importance de la voix dans la vie d'un être est telle que la voix ne peut ne pas lui venir sous la forme des sons parce que son retrait du monde est tel que c'est pas possible de se donner à entendre. Alors, donc, ça c'est un premier point. L'idée, c'est que dans les mouvements de l'enfant, il y a l'avenir de sa voix après sa naissance. Vous voyez, c'est une métaphore d'une certaine manière, mais je vous assure que c'est une réalité clinique très, très importante. De plus, alors après la naissance, le cri renvoie à la motricité. Pour moi, c'est très important. C'est-à-dire que la motricité, c'est, on pourrait dire, l'expression de la gestualité humaine. Et un bébé qui est en proie à une vive tension interne, il s'agite et il gesticule tout autant qu'il crie. À ça, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que nous, les psy, on a beaucoup mis l'importance sur le cri du bébé, mais il ne faut jamais oublier qu'un bébé qui crie, il bouge en même temps, il gesticule. Et que vous voyez que la voix, elle est portée par le geste, elle est dans le geste d'un souffle. Donc, il remue souvent ses bras et ses jambes avant de crier, c'est-à-dire que vous voyez que la composante gestuelle est partie prenante de toute relation de langage. Ce qui confère d'ailleurs à la langue des signes sa pleine valeur de langue qui manie les concepts. Un jour, une petite fille, c'était au moment où j'allais faire une conférence dans un CROPS, un centre de rééducation de l'ouïe et de la parole. Et je devais parler donc à des personnes, aux thérapeutes, aux éducateurs qui recevaient des personnes malentendantes ou sourdes, enfin qui n'entendaient. Et alors, l'idée que je voulais développer, c'est que le sujet de l'inconscient, lui, il n'était jamais sourd. Alors, les personnes sourdes, entre guillemets, le recevaient très bien. Les soignants, c'était un petit peu plus compliqué pour eux. Et alors, c'était très drôle parce que donc vous parlez à une population, à un groupe, pas comme vous aujourd'hui, dont moitié regarde l'interprète à côté. Donc, vous parlez à des gens qui ne vous regardent pas et qui entendent ce que vous dites par la médiation de l'interprète. Et alors, en fait, ça marche très bien. Il n'y a pas de souci. Et c'était marrant, à ce moment-là où je devais faire cette conférence, dans la semaine qui précède, une petite fille de 8 ans
me dit, on ne devrait jamais dire sourd et muet parce que c'est pas vrai que les sourds ne parlent pas. Et ça m'avait, je me suis dit, ben, ça tombe vraiment bien, elle avait du mal, hein. Donc, vous voyez, alors, et par exemple, on le sent bien, la voix dans le mouvement, elle n'est pas la même chose. Par exemple, samedi dernier, à Irigny, il y a Spirito a donné un concert qui s'appelait Venus Birds. Et à un moment donné, à un certain moment, les chanteurs, ils chantent debout, face au pupitre, ils chantent assis, ou ils chantent en se promenant. Et ben, vous apercevez que bon, j'allais dire le diagramme, mais je comprends pas, je sais pas forcément ce que je veux dire par là, mais du chant, il se disperse pas du tout de la même manière et il ne vous touche pas du coup de la même manière, hein. Donc, par exemple, un bébé, il va remuer de plaisir au bain, puis il va faire ses gestes. Alors, vous voyez donc l'invocation dansante, hein, c'est-à-dire le fait de mettre la voix au chapitre du mouvement, à la gestualité, c'est une réponse à un rythme qui est reçu, un rythme de base, qui est essentiellement fondé sur le rythme cardiaque et respiratoire, pour l'essentiel. Donc, vous voyez que c'est par la danse qu'un fœtus manifeste ce que sa voix ne peut dire encore que dans les mouvements de sa présence. Alors, il y a certainement de l'arbre en nous, puisque nous reposent en notre corps armillaire les branches respiratoires. C'est intéressant qu'on dise des branches respiratoires. Ça veut dire qu'il y a des petits oiseaux qui peuvent chanter dans ces branches, hein. Il n'y a pas de souci. La voix donc dit la palpitation de l'arbre où se projette la chose respiratoire. Et dans cet arbre planté, dans les locutions de ma langue, je grimpe à la cime des vocables, comme ça, quand je chante. Et je peux arborer une multiplicité d'expressions entre les signes et entre les lignes. Et les voies du sens, elles sont faites pour circuler. C'est-à-dire que aussi, cette question de l'arbre généalogique, un arbre généalogique, c'est l'arbre des noms. Et Teresa Berganza disait, on ne chante bien que quand on chante dans les branches de son arbre généalogique. Et je crois que c'est assez juste comme idée. Alors, je voudrais, pour ne pas faire trop long, vous dire quelque chose que j'ai appelé le cycle de l'oralité. Donc, le mot orifice, il vient du latin os, oris, et du verbe latin facere. En fait, un orifice, hein, c'est un lieu du corps qui est, de sa structure même, en forme de bouche. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout orifice du corps est comparable à une bouche. Ça veut dire que nous pouvons parler de façon éventuellement poétique ou de façon métaphorique avec notre orifice auriculaire. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que os oris, d'où vient bouche, ce qui est tout à fait intéressant. D'abord, un traitement par os, c'est un traitement par la bouche, c'est pas un traitement qu'on vous met dans l'os. Bah oui, parce que les enfants, des fois, ils disent péros, ça veut dire quoi? On va nous mettre un truc dans l'os. Non, quand même pas. Alors, et cette dimension de l'orifice dit combien la parole entre en nous et en sort par les orifices du corps. C'est comme ça que la parole a partie liée avec la pulsion. Mais vous sentez bien que le cycle de l'oralité, c'est quoi? C'est un chemin qui va de la bouche appelante de quelqu'un, donc oris, l'oralité, à l'oreille de quelqu'un d'autre. Et comment ça se dit en latin, l'oreille? Aoris. C'est-à-dire, vous voyez, c'est que c'est pas du tout le même mot, mais en français, à la limite, on peut le prononcer de la même manière. Oris, oris. C'est-à-dire, vous voyez, que la bouche va toucher l'oreille, donc le oris de la bouche va toucher l'oris, alors je prononce exprès pareil, mais c'est pas pareil en latin, de l'oreille. Alors, puis, le chemin de la voix se poursuit, elle va de cette oreille à la bouche de la maman, qui va parler à l'oreille, parce que ça se prend avec un bébé, hein, donc de la bouche du bébé, elle va toucher l'oreille de la maman, puis elle va revenir à la bouche de la maman qui s'adresse à son bébé. Vous voyez cette boucle et ce cycle, hein, tout en éventuellement dégrafant son corsage pour le nourrir. C'est-à-dire que dans le cycle de l'oralité, nous entendons le cri de l'autre, ou sa parole, issue de sa bouche, et ses résonances à notre oreille, dans notre oreille.
sur un trajet qui va du larynx de l'un, sa bouche sonore, au point labyrinthique de la réception auditive de l'oreille, qui assure par ailleurs notre équilibre locomoteur. Moi, j'ai toujours été émerveillé que nous tenons debout avec nos oreilles. Au sens, mais vraiment propre, hein, quand c'est déréglé à ce niveau-là, vous avez des vertiges, qui peuvent être d'ailleurs assez graves. Donc, vous voyez que le trajet de la voix qui est sise entre deux, ici, entre la bouche et l'oreille, et le retour, situe donc l'oralité entre plusieurs points sources. Ça ne la met pas que du côté de la bouche. Hein. Ça, c'est très important. Pour moi, il y a une chose qui est très importante. On dit souvent, le premier objet d'un enfant, c'est le sein maternel. Non. Le premier objet d'un bébé, lorsqu'il naît, c'est d'être reconnu comme vivant dans une relation de désir. C'est-à-dire, c'est d'être reconnu dans une dimension de désir, c'est-à-dire qu'on reconnaît son désir de vivre par des gens qui désirent qu'il vive, hein, et qu'il soit reconnu dans cet élément du désir, fait que le sein peut être donné dans cette dimension d'une relation. Le premier objet du désir, c'est une relation dans laquelle le sein, en l'occurrence, peut être donné. Donc, vous voyez que s'il y a plusieurs points, hein, le cri suppose, je parle du cri du bébé, mais on peut prendre tout autre, évidemment dans le chant, ça marche aussi, presque, enfin, de façon un peu différente quand même. Suppose donc une bouche émissive, une oreille réceptrice, et il y a quand même une chose, et c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, que le lieu de la parole, alors on l'a très bien vu dans ce que vous avez dit, c'est évidemment tout l'appareil phonatoire. Mais le fond du fond de la, comment on pourrait dire, du lieu, de la source de la parole en nous, c'est notre cœur, c'est notre respiration. Et figurez-vous qu'il y a quand même une chose merveilleuse, c'est que dans notre cœur, il y a une petite oreille qui s'appelle l'oreillette. Et ça, moi, ça m'a toujours émerveillé comment le langage et la physiologie, ou la neurologie et l'anatomie, ça va comme ça merveilleusement ensemble. Et donc, nous entendons aussi, avec cette petite oreillette, on en a même deux, puisqu'en principe, on a deux côtés, de notre cœur. Vous voyez, donc, cette dimension de l'oralité, comment elle prend son extension dans une relation, dans une connexion, en fait, entre différents lieux du corps. Donc, vous voyez donc que cette visitation comme ça, hein, de la sonorité, du chant, de la parole en nous, eh ben, de la parole donnée et reçue, c'est la matière même de l'échange entre les êtres humains. Car, alors j'ajoute, et puis je terminerai là-dessus, c'est que de cette oralité naît notre visage d'être humain. C'est-à-dire que nous avons cette particularité de parler. Ce qui ne veut pas dire que les choses du monde ne nous disent rien. Mais quand je dis la parole, quand je parle de la parole, je parle de la parole dans tous les sens où elle se donne. Ça peut être dans le geste, ça peut être tous les artistes, tous les poètes vous disent que les arbres leur parlent. Hein, que quand vous écoutez Cézanne, quand il vous parle de ces petits bleus, de ces petits bruns, etc., qui lui vient sous son pinceau, ils disent mais c'est la vocation du monde. Et vocare, ça veut dire la vocation, ça veut dire invoquer, enfin, ça a trait avec foncièrement la voix. Hein. Et que, donc, nous prenons visage, au fond, dans la réponse à la voix de quelqu'un. C'est pour ça que les enfants qui se vivent abandonnés avec l'impression que jamais personne ne leur a parlé, ils se terrent souvent dans le mutisme, parce qu'ils ne se sont pas trouvés être éveillés. Ça ne veut pas dire qu'on ne leur a pas parlé, parce que moi, j'ai reçu des enfants qui ne parlaient pas, les parents leur avaient parlé. Hein, et puis tout d'un coup, ça s'est décroché, ça n'a pas suivi ou ça ne s'est pas embrayé. Hein. Et que le solide appétit de l'autre, hein, qu'on entend dans Que Barbaro Appetito quand même, parce que c'est très marqué, hein, réside dans l'appel de notre nom ou de notre prénom, et que l'oralité est la forme d'une demande, mais qu'elle n'est pas que pure demande. Cette demande, moi, je l'appelle orance. Oui, à nouveau, j'utilise. C'est-à-dire, c'est la demande d'un orant, c'est-à-dire d'un quelqu'un qui porte sa voix ou qui demande. Ça peut être, quand je dis porte sa voix, le cri de Munch, il est sans voix par certains côtés. Pourtant, on l'appelle le cri.
hein, et il nous laisse par certains côtés un peu sans voix, mais on sent bien que sa dimension humaine, c'est que c'est toute la potentialité d'un cri même reclus qui nous touche. Hein, et il suffit pas qu'il soit émis pour qu'un cri soit signifiant pour nous entre les humains. Hein, et que justement, la parole, à l'œuvre dans la voix et le chant, elle nous déprend des images de nous-mêmes. Et ça, je crois que c'est une. Moi, il se trouve que nous fréquentons avec mon épouse beaucoup les chanteurs, et que quand l'ego du chanteur ou de la chanteuse est trop fort, on n'entend plus que l'ego, mais on n'entend plus le chant. Et en général, l'ego, ça n'a une fonction essentiellement d'écho et pas de résonance. Vous voyez, il y a une grande différence. Dans ma campagne natale, je m'excuse, c'est un peu trivial, on chante Taillot, 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 ta gueule, lui répondit l'écho. Voilà. Donc, eh oui, parce que on sent bien que c'est pas tout à fait ça. Hein. Donc, vous voyez que, au fond, pour pouvoir chanter, il faut pouvoir se déprendre des préjugés qu'on a sur soi-même. Hein, c'est-à-dire de cette égologie qui fait qu'on est centré et que la voix, ben, elle ne sort pas parce qu'elle ne s'adresse pas à l'autre. Hein. Donc, alors, alors ça, c'est un truc encore de rigolo. On attribue à Confucius, mais des fois à Alphonse Allais, cette sentence, c'est incroyable comment ça a voyagé, l'homme a 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Ah, alors ça, c'est intéressant comme histoire. Hein. Et alors, en effet, est-ce qu'on peut penser l'oralité pour écouter 2 fois plus dans un rapport étroit entre une bouche qui parle et 2 oreilles qui écoutent, lesquelles se réunissent dans l'harmonie et dans la discrétion d'un lieu unique, qui est justement ce que j'évoquais tout à l'heure, notre oreillette. Et que c'est intéressant cette histoire. Pourquoi une bouche et 2 oreilles? Parce que ça veut dire qu'au fond, l'émission vocale, hein, et dans le chant c'est très net, elle est reçue à la fois par 2 organes auditifs, mais au fond par une oreille d'une certaine manière, hein, celle qui se recueille en nous dans la dimension où la sonorité du chant résonne. Et ça, c'est très important, cette résonance du chant en nous. Donc, comme vous le pressentez, la constitution de l'oralité, elle se fait avec tout le champ de l'autre et de l'altérité. C'est parce que nous sommes autres au monde, autres les uns avec les autres, que nous pouvons être nous-mêmes au sein des autres et nous entendre, et nous corréler aussi d'ailleurs, parce que ce qui fait le substrat vital du cycle de l'oralité qu'on a très bien entendu avec les supports neurophysiologiques ou les recherches en physique qu'on fait actuellement, hein, moi j'y suis très sensible aussi, eh bien c'est que le chant particulièrement, de la bouche émissive à l'oreille qui reçoit, il est marqué de ce qui vient en nous qui n'est pas nous, qui est radicalement autre. Et quelle plus belle expression de l'altérité que le chant, peut-être que la danse aussi, mais la danse, d'une certaine manière, elle chante aussi dans nos cœurs. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement. Ah. C'est pas très grave pour moi, mais monsieur ne m'entend pas. Merci beaucoup, Joël, pour cette communication. Tout à l'heure, Joël Clerget me disait, je vais être un peu ailleurs, mais je ne crois pas tant que ça. Je n'ai pas l'impression, je ne sais pas quelle est la vôtre, mais c'était tout à fait intéressant et on en parlera certainement. Je crois que cela croise beaucoup des choses qui ont été avancées à partir d'autres points de vue, tant scientifiques qu'artistiques, dans nos 2 sessions.